Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, sur notre antenne, en direct, vous allez pouvoir suivre la suite du projet de loi de développement économique pour l'outre-mer. Ce matin, les sénateurs ont entériné le principe de la création d'un fonds exceptionnel d'investissement pour l'outre-mer. La discussion reprend à l'article 20 sur la réforme de la défiscalisation en matière de logement social dans les DOM. Bonne séance à tous. Alors nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20 et je suis saisi d'un nombre important d'interventions sur article. Alors, Gélita Haro n'est pas là. Serge Larcher qui commence. Vous avez la parole, monsieur le sénateur. Président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, le redéploiement de la défiscalisation vers le logement social opéré par le texte n'est rien moins qu'un véritable piège pour l'outre-mer. C'est un pari pour le logement social si improbable qu'il est réservé à l'outre-mer. Il n'existe en métropole aucun système de défiscalisation pour le logement social qui demeure financé exclusivement sur les crédits budgétaires. Le dispositif le plus social est le borloo populaire, qui est en fait destiné au secteur intermédiaire. La réforme Gigot vise simplement à pallier optiquement une pénurie budgétaire entérinée pour l'outre-mer par les pouvoirs publics. La réforme proposée n'est rien moins qu'un habillage élégant du désengagement de l'État. Le logement social est un droit fondamental. Nulle part sur le territoire national, il est sorti de la compétence de l'État. Excepté en outre-mer, c'est indigne. Vouloir redéployer la défiscalisation du logement vers le logement social relève soit du pari hasardeux, soit de la volonté inavouée de tuer cette défiscalisation outre-mer. Défiscaliser le logement social en lieu et place du logement libre ou intermédiaire diminuerait très fortement l'intérêt de l'investissement pour les investisseurs métropolitains. Qui dit logement social dit plafonnement des loyers, donc baisse des revenus locatifs. En réalité, l'orientation gouvernementale pour l'outre-mer n'est nullement d'accroître les avantages fiscaux liés à l'investissement locatif social, c'est même tout le contraire. Sur la base des simulations de la Fédération des SEM d'outre-mer, l'hypothèse d'une rentabilité négative de l'investissement locatif social outre-mer est de loin la plus probable, propice à décourager des investisseurs, a fortiori dans un contexte fort remonté des taux d'intérêt, notamment dans le secteur immobilier. L'objectif annoncé par cette mesure est de relancer la politique de logement dans les DOM. Or, qu'en est-il réellement? Le projet de loi Gigot supprime en quasi-totalité la défiscalisation des logements libres ou intermédiaires dont le cadre actuel est issu de la loi Girardin et réserve le bénéfice de cette dépense fiscale au seul programme immobilier comprenant un certain pourcentage de logements sociaux donnés en location sous une double condition de plafond concernant d'une part les loyers et d'autre part les ressources des locataires. Ce recentrage de la défiscalisation outre-mer répond en réalité à un objectif d'allègement des contraintes financières pour l'État. Il ressort des travaux préparatoires du projet de loi Gigot que le vrai reproche fait à la défiscalisation de logement outre-mer est son coût jugé prohibitif pour les finances publiques. Les critiques adressées à la défiscalisation du logement outre-mer sont exactement les mêmes que celles qui ont été faites au dispositif métropolitain Robien en métropole. Mais en métropole, le dispositif Robien n'a été modifié qu'à la marge et non supprimé sans autre forme de procès, comme se propose de le faire pour l'outre-mer le texte de la LODEOM. L'affirmation selon laquelle la défiscalisation aurait détourné dans les DOM les opérateurs du BTP des appels d'offres proposés par les maîtres d'ouvrage sociaux occulte la véritable raison de cette situation qui découle largement des délais de règlement excessifs de la filière du logement social à raison de la dette accumulée par l'État et de son incapacité à honorer ses propres engagements vis-à-vis des bailleurs. Les dispositions relatives à la défiscalisation du logement social sont inadaptées, car défiscaliser ou non, les investissements locatifs privilégient toujours, outre-mer comme en métropole, des petites surfaces, car celles-ci peuvent à la fois être louées très cher au mètre carré et revendues plus facilement. Et ne répondent en rien aux contraintes économiques et opérationnelles des projets. Nous savons tous que
que c'est la LBU qui finance le logement social en Outre-mer. Elle doit d'ailleurs rester le socle, comme l'a dit ce matin, elle a été affirmée ce matin, du financement du logement social, et le dispositif de défiscalisation proposé dans le projet de loi devrait permettre une production complémentaire de logements sociaux et intermédiaires et en aucun cas se substituer à la ressource budgétaire. En effet, le dispositif de défiscalisation est une source aléatoire par nature car elle dépend de la dynamique des investisseurs, personnes morales ou physiques. Or, dans le contexte actuel de crise sociale dans les départements d'outre-mer et crise financière en général, personne ne peut être assuré de la mobilisation de cette ressource à court terme. Le principe de mixité du financement de la LBU et défiscalisation demande donc à être clarifié afin de permettre une instruction efficace des dossiers. Soulignons aussi que l'impact médiatique des événements qui ont touché la Guadeloupe et la Martinique, et aujourd'hui hier la Guyane et aujourd'hui la Réunion, se traduira par un fort reflux des projets d'investissement. La possibilité de cumuler LBU et défiscalisation doit être également clarifiée. Je vous remercie. Merci Serge Larcher. La parole est à Georges Patient. Monsieur le Président, les barrages de novembre 2008 opérés en Guyane, les événements qui ont secoué la Guadeloupe depuis plusieurs semaines et la Martinique, maintenant la Réunion, trouvent leur fondement, même si le malaise s'avère plus profond, dans les mêmes problématiques, à savoir la vie chère. Dans un tel contexte, la question du logement devient centrale dans la mesure où le budget qui y est consacré occupe souvent plus de 30% des dépenses des ménages. Le loyer et les charges ont connu ces dernières années des hausses bien supérieures au coût de la vie proprement dite. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé le gouvernement à modifier les caractéristiques de l'indice des loyers avec l'instauration de l'indice de référence des loyers, basé non plus uniquement sur le coût de la construction, mais plus largement sur les indices des coûts à la consommation. Nous constatons par ailleurs en Guyane que ces augmentations ont atteint des taux records, avec un marché du logement, notamment dans la ville capitale, complètement orienté à la hausse dans un contexte de pénurie de logements. On a même, dans certains cas, analysé un marché de la demande à la place du marché de l'offre. Le logement offert aux plus offrants. Ceci s'est accompagné par une flambée des prix, des coûts de la construction et de production. Nous voyons bien aujourd'hui que l'on atteint le point de non-retour et que la question du logement et des loyers reste problématique et sans solution tangible à court terme. De plus, sans entrer dans la polémique des chiffres récents publiés par l'INSEE, les moins de 25 ans représentent plus de 60% de la population totale. Une force pour certains, mais aussi une bombe à retardement, puisque gérer l'éducation, l'insertion professionnelle, l'accès à un logement et à l'emploi, pour un très grand nombre, ne sera pas chose aisée dans un tel contexte économique. La question du logement sera donc très prochainement encore plus préoccupante. Des solutions nouvelles sont à inventer rapidement. L'accession à la propriété est sans doute la première d'entre elles, et plus spécifiquement, l'accession sociale reste une réponse au logement du plus grand nombre en Guyane, mais elle se heurte depuis plusieurs années à un archaïsme ou à la disparition de ces mécanismes de financement. Je veux parler des prêts du Crédit foncier de France délivrés autrefois, notamment aux prêts complémentaires LAS, et à une lente dégradation du volume de terrains équipés à coût modéré. La surbancarisation du système actuel a sans doute trouvé ses limites. Sans entrer dans la polémique, accéder à tout prix peut devenir un leurre si l'endettement est trop important. Alors qu'au contraire, nous avons une majorité de ménages non bancarisés en Guyane qui aspirent à la propriété plus par pure tradition ou mode de vie que par choix économique. C'est une force, il est nécessaire de s'en servir. Le recours non pas systématique au crédit, mais l'instauration d'une plus grande souplesse dans le mécanisme de financement du LES, par exemple, doit permettre la construction de logements de masse évolutifs tout en respectant l'environnement, notion de logement durable. Des moyens financiers également adéquats seront nécessaires puisqu'aujourd'hui les subventions ne représentent guère qu'à peine 30% du coût total, hors achat du terrain et viabilisation, alors que dans les années 90, elles atteignaient la moitié du coût. Deux champs d'investigation se doivent d'être étudiés, soit revoir la politique des prix
ou bien indexer les subventions sur les véritables coûts de la construction. L'étroitesse du marché guyanais, le quasi-monopole de certains groupes ne facilite sans doute pas les choses en la matière. La quasi-hégémonie de choix du logement locatif social a entraîné celui-ci dans une impasse. Le nombre de demandeurs de logements sociaux locatifs est à ce jour bien supérieur à l'ensemble du parc de logements existants construits. La courbe de la demande croît de manière exponentielle alors que la production stagne et que le phénomène ne cesse de se dégrader au vu de la croissance démographique. La politique des loyers opérée en systématisant le loyer plafond ne rend plus le logement locatif attractif pour un ménage modeste. Cette politique est pourtant la seule alternative pour les bailleurs sociaux, puisqu'ils doivent également prendre en compte le financement de l'aménagement des terrains, les équipements publics et bien souvent l'assainissement collectif. Pour toutes ces raisons, nous atteignons ces prix de loyer certes autorisés par la loi, mais trop élevés pour la majorité des bénéficiaires. Des choix nouveaux en la matière sont possibles, notamment par l'intermédiaire de création de ZAC, comme c'est le cas à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Macoria. Il est urgent d'en programmer d'autres dès maintenant, et le maître mot en la matière serait diversification pour permettre le financement d'opérations croisées, publiques-privées, sociales et intermédiaires, avec les équipements en parallèle. Quel dispositif pour répondre à cette problématique? L'instauration d'un véritable plan du logement en Guyane, à l'instar de ce qui vient d'être lancé à La Réunion. Le développement d'opérateurs sociaux, intermédiaires et associatifs soutenus par les pouvoirs publics afin d'impulser une nouvelle dimension visant à l'augmentation de l'offre de logement. Se diriger vers une grande diversification des produits logements. Accroître l'offre de logements locatifs à loyer maîtrisé dans le parc public, mais aussi dans le parc privé. Lancer une politique d'accession à la propriété, notamment sociale et intermédiaire, et le développement de l'offre de solutions d'hébergement ou de logements spécifiques pour les populations marginalisées ou en insertion. Cela demande bien entendu des moyens humains et financiers conséquents, mais avant tout, surtout, une volonté politique sans faille de faire de la question du logement, plus qu'une priorité locale, un devoir vis-à-vis de la jeunesse. Merci bien, Georges Patient. La parole est à Richard Toué-Yava. Monsieur le Président, je me réserve pour les amendements. Merci. Jean-Tienne Antoinette, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, permettez-moi de faire une remarque de fond avant l'examen de cet article. La question du logement social en Outre-mer est trop grave, trop tragique même, pour qu'on achemine ainsi vers le marché de la spéculation ce qui constitue avant tout un droit fondamental de la personne humaine, droit que vous avez même rendu opposable. Ce droit touche à des problématiques sociales lourdes, ainsi qu'à des problématiques de santé particulièrement tenaces en Outre-mer, où l'insuffisance de logements décents produit son corollaire dans la prolifération de l'habitat spontané et insalubre. Ce droit fondamental, c'est d'abord une politique publique volontariste de la garantir, sans compter sur le bon vouloir d'investisseurs qu'il va falloir appâter, ce qui, quoi qu'on fasse, produit des effets d'aubaine et des effets pervers. La loi Girardin a justement produit ces effets pervers d'augmentation de la spéculation foncière. Mais tout de même, ce marché du logement libre et intermédiaire avait trouvé preneur. Il y avait de la demande, des entreprises du BTP ont prospéré, des emplois ont été créés et des familles ont accédé à des produits qui correspondaient à leur évolution sociale et économique. En Outre-mer, 80% de la population relève du logement social. C'est donc que 20% ou presque en dépassent les plafonds, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, au sein même de la population relevant du logement social, la mobilité professionnelle et économique existe un tant soit peu et aboutit donc aux aspirations de nombreux foyers à parcours résidentiel ascendant, du collectif à l'individuel, du locatif à l'accession, du social à l'intermédiaire. Pensez-vous qu'en recentrant un dispositif conçu pour le logement libre vers le logement social, vous répondrez véritablement aux attentes des populations d'outre-mer les plus nécessiteuses, alors que cette approche
qui va soumettre la réponse au bon vouloir des investisseurs dépend du degré d'attractivité du dispositif proposé. Mais passons sur l'opportunité. Puisque les jeux sont faits, l'approche est décidée, parlons donc de l'efficacité. Malgré les modifications du texte actuel, on semble avoir oublié que 3 évolutions majeures sont retenues, à savoir la crise financière, le plafonnement des niches fiscales, la mise en œuvre de la loi Sellier. À souligner enfin l'impact médiatique de la situation sociale dans les Antilles françaises, qui provoque un désengagement massif des investisseurs et des concours bancaires. Dans ce climat économique et social incertain, aux données aléatoires, peut-on imaginer aujourd'hui que les contribuables vont prendre le risque d'investir sur un produit peu rentable dans un département d'outre-mer? L'architecture d'une politique de logement dans les DOM devrait porter sur la diversification des produits offerts aux populations avec les perspectives suivantes. Maintien et confortement de la LBU avec une adaptation des paramètres de financement assurant l'équilibre des opérations et une dotation annuelle équivalente à de 270 à 300 millions d'euros. Maintien d'une défiscalisation patrimoniale par le logement intermédiaire, ce qui supposerait une adaptation de la loi Sellier donnant un avantage aux DOM. Mise en œuvre d'un dispositif de défiscalisation en location-accession. Enfin, maintien d'un fonds d'aménagement urbain, FRAFU, permettant d'assurer le financement des opérations d'aménagement. Il convient de prendre en compte les handicaps de l'outre-mer, en général liés au plan de prévention des risques, au retard en matière de viabilisation primaire. En intégrant ces propositions dans une programmation annuelle du logement par département, il nous paraît possible d'assurer une relance du logement social et intermédiaire. C'est un peu le sens des divers amendements proposés par mes collègues et moi-même, et j'espère que vous y serez attentifs. Merci bien. Odette Terrade, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article 20 est l'un des articles clés du projet de loi. Il porte en effet sur la question de la défiscalisation des opérations de construction de logements, avec la mise en exergue d'une priorité au financement d'opérations de construction de logements sociaux. À vrai dire, nous approuvons sur le fond que l'on produise enfin une réorientation de la dépense fiscale destinée à l'outre-mer et que cette réorientation abandonne les rivages rebattus de la construction de logements à visée spéculative pour ceux de la réalisation de logements sociaux. Rappelons quelques faits. Les 3/4 des foyers fiscaux de l'outre-mer sont non imposables au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui signifie que dans l'hypothèse vraisemblable où ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, ils sont parfaitement en droit de demander un logement social. Les éléments vont être encore plus précis. Par exemple, pour donner un exemple, en 1999, les habitants de la 5e circonscription législative de La Réunion, qui couvre les cantons de Bras-Paon, de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes et Salazier, étaient logés dans des logements dépourvus d'eau chaude pour 40% des familles. Et l'on comptait encore plus de 2000 logements sans sanitaire intérieur. Dans la 2e circonscription de Guyane, qui couvre l'essentiel de ce grand département sauf l'agglomération de Cayenne, on comptait moins de 45% de logements pourvus d'eau chaude et plus de 20% de logements dépourvus de points d'eau. On peut penser dans les deux cas que la situation s'est quelque peu améliorée depuis. Mais nous n'en sommes pas tout à fait certains dans tous les cas, puisqu'il semble notamment que les articles relatifs à la zone des 50 pas montrent que tout est loin d'être réglé. Toujours est-il que la priorité au logement social était une évidence. Il faut en effet, dans les départements d'outre-mer, construire beaucoup de logements sociaux en s'appuyant sur des réserves foncières faibles et assez peu extensibles, sauf peut-être en Guyane. Et donc s'appuyer sur ces réserves, mais en ayant le souci de résoudre les problèmes éventuels de suroccupation, de confort des logements, comme de résorption des habitats insalubres, en procédant à la disparition progressive de l'habitat de fortune ou construit illégalement, et pour finir, en respectant les normes de construction antisismiques et anticycloniques. Le tout, évidemment, se fait dans le cadre de financement tendu,
adossée à une ligne budgétaire unique particulièrement réduite et en sollicitant des organismes HLM et des collectivités locales disposant de moyens, somme toute, plutôt réduits au regard de l'immensité de la tâche. Le portage des opérations de réalisation de logements sociaux, tel qu'il est prévu par cet article 20, montre une partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le dispositif de défiscalisation a manifestement conduit au renchérissement du foncier, ce qui a contraint les collectivités locales et les organismes HLM à mobiliser d'autant plus de moyens pour pouvoir piloter quelques opérations. Que l'on change quelque peu le fusil d'épaule est finalement plutôt bienvenu, mais appelle néanmoins quelques observations de plus. Et user de la priorité affichée à la construction de logements pour en profiter pour réaliser quelques menus économies comptables n'est pas plus admissible. Car dans l'urgence de la situation, il ne faut pas hésiter à mobiliser les moyens nécessaires à la résolution des problèmes. Il importe, à notre sens, de savoir très vite si d'autres mesures peuvent être menées pour faciliter la réalisation des programmes locatifs sociaux qu'attendent à juste titre les mal logés de l'outre-mer français. N'y a-t-il pas moyen, notamment pour ce qui est de l'utilisation du domaine public, malgré les imperfections du cadastre dont nous avons parlé juste avant la coupure du déjeuner, de concevoir des opérations de cession de terrains disponibles à titre gratuit ou avec une importante minoration, prise en charge en sus de la ligne budgétaire unique, permettant de réaliser dans de meilleures conditions encore des opérations de construction. Une telle démarche pouvant de fait s'avérer plus pertinente. On joue sur le prix principal et non pas seulement sur les coûts fiscaux accessoires, donc plus pertinente qu'une simple exonération de droits de mutation. En tout cas, la situation de l'outre-mer en matière de logement doit appeler à l'innovation, à la recherche du moindre coût pour le meilleur service rendu et au nécessaire effort de solidarité que nous devons aux populations aujourd'hui victimes du mal-logement. Ce sont là, Monsieur le Président, quelques points que notre groupe souhaitait porter à la connaissance avant l'examen de cet article. Merci, chers collègues. Et pour terminer cette série de demandes d'intervention sur article, la parole est à Gelita O'Haro. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous abordons un sujet qui appelle le plus débat. Vous connaissez le problème du logement dans les DOM. Il se résume en 3 phrases. Nous avons un besoin cruel de logement, mais la production actuelle ne donne pas une réponse satisfaisante. Plus des 2/3 de nos populations sont éligibles à un logement social. C'est dans ce contexte que vous décidez de remettre fondamentalement en cause ce qui avait été acquis avec la loi Girardin et qui devait se poursuivre jusqu'en 2018. Vous réformez complètement les dispositifs de défiscalisation pour l'accession libre à la propriété, ainsi que pour la construction de logements intermédiaires, et vous mettez en place une défiscalisation pour le logement social. Vous voulez en faire un mécanisme expérimental qui pourrait être étendu en métropole. Par ailleurs, le vote dans la loi de finances 2009 de dispositions concernant la défiscalisation, les fameuses niches fiscales, viennent compliquer les choses, tandis que le nouveau contexte de crise économique et financière accentue les difficultés. Si le BTP devait s'effondrer, les conséquences sociales seront catastrophiques. Entre-temps, est aussi intervenu le vote de la loi Grenelle I qui impose de nouvelles normes dans la construction de logements, normes que nous estimons nécessaires mais qui entraînent de nouvelles contraintes. Dans ce contexte, les interrogations quant à l'efficacité des nouveaux dispositifs proposés se sont multipliées. Nous aurons l'occasion de les signaler dans le débat. Il y a donc une unanimité pour dire qu'il faut revoir quelque peu le dispositif concernant le logement libre pour le rendre plus attractif, qu'il convient de redonner au logement intermédiaire et intermédiaire social sa véritable place, c'est-à-dire celui de relais entre le logement social et le logement libre, d'assurer une production de base du logement social par une programmation pluriannuelle et en sanctuarisant la LBU. Les amendements déposés vont dans ce sens. Mais je regrette que la question du logement soit essentiellement traitée dans le projet de loi sous l'angle quasi unique de son financement, même si c'est un aspect essentiel.
La construction d'un logement, c'est bien entendu d'abord répondre à un besoin social et par conséquence assurer une bonne cohésion sociale. Mais c'est aussi contribuer à la... Laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Vous allez prendre la parole après. Oui, exactement. Mais c'est aussi contribuer à la création, sinon au maintien de l'emploi. À La Réunion, on a coutume de dire que la construction d'un logement correspond à un emploi et demi. C'est participer à l'aménagement du territoire et c'est un élément clé dans le processus du développement durable. Aussi, pouvons-nous regretter que certains problèmes ne sont pas abordés, sinon de manière sommaire? Au départ, il était prévu que le projet de loi proposerait une incitation aux collectivités pour qu'elles développent une offre foncière suffisante. Il n'en est plus question dans le texte discuté aujourd'hui. Signalons quelques aspects non ou peu abordés. La réhabilitation et les moyens de la réhabilitation, le logement des agriculteurs, l'autoconstruction, la construction de logements sociaux et l'économie alternative pour l'accompagnement autour du logement social, les questions de l'aménagement, le financement de l'aménagement, la densification, la centralité, etc. De même, il n'est pas signalé les nouvelles contraintes environnementales qui posent les problèmes de l'aménagement paysager et architectural pour faire face aux effets du changement climatique, de l'équipement des logements individuels ou collectifs en appareils qui économisent l'énergie, d'un logement écologique et ou à haute qualité environnementale adapté aux conditions de La Réunion est posé et donc de la recherche de nouveaux matériaux, etc. Le fait de ne pas avoir abordé les questions sociales dans le projet de loi a eu un effet boomerang. Ces problèmes sont revenus dans le débat par le biais de manifestations et de grèves prolongées. Il nous faut en tirer les leçons. En 2004, l'ensemble des acteurs à La Réunion, y compris donc l'État et son représentant, avaient rédigé un livre blanc sur le logement social. Le gouvernement de l'époque s'était engagé à examiner de plus près les recommandations présentées. Il ne l'a pas fait. Le 28 février 2007, le ministre de l'Outre-mer organisait, je cite, la conférence nationale sur le logement social Outre-mer. Le principe de sa transformation en une instance pérenne d'évaluation de la politique de l'État et de l'utilisation des crédits était acté. L'idée mérite d'être approfondie. Or, actuellement, sous l'impulsion du Conseil général de La Réunion, des ateliers travaillent à un plan Marshall du logement social. De nombreux aspects du problème sont abordés. Les conclusions qu'ils tireront ne devraient pas rester lettre morte. Merci. Merci Gély Tawaro. Monsieur le ministre, vous avez souhaité réagir. Réagir, oui, répondre, puisque le gouvernement est interpellé. Dans ce que j'ai entendu beaucoup de choses justes que le gouvernement partage, et puis alors, pardon de le dire, mais beaucoup de caricatures. Et de caricatures quelquefois grossières sur cette question du logement. S'accrocher au dispositif de défiscalisation du logement libre d'une manière aussi vigoureuse pour démontrer que la loi que nous faisons évoluer était une loi qui n'avait produit que des effets bénéfiques ne correspond pas à la réalité, puisque dans le même discours, vous nous expliquez qu'il y a une panne terrible sur le logement social. Et regardons les chiffres. Il y a dans les départements d'outre-mer plus de 100 000 demandes de logements sociaux non pourvus. Est-ce qu'on peut se contenter de dire que les dispositifs que nous avons mis en place jusqu'à présent sont suffisants? À l'évidence, non. Alors, vous avez raison, il faut attraper ce problème par tous les côtés, d'abord en mobilisant le foncier, et l'État est prêt à faire des efforts sur son propre patrimoine pour que l'on puisse construire du logement social. Il appelle aussi les communes, les régions, dans le cadre des schémas d'aménagement régionaux, eh bien de dégager du foncier pour construire du logement, parce qu'on peut inventer ici les plus beaux outils, on peut mettre en place les financements les plus importants. Si on ne dégage pas de foncier, le logement ne sortira pas de terre par hasard. Donc il y a une mobilisation globale, et à
travers les outils que nous vous proposons dans ce texte, il y a évidemment des réponses très fortes du gouvernement sur ce sujet. Il faut évidemment que les critères et les paramètres de financement du logement social soient non seulement garantis, mais qu'elles correspondent à la réalité. Vous ne pouvez pas ignorer que le 31 janvier dernier, un décret a permis de réviser les paramètres et qu'aujourd'hui, les professionnels du logement social considèrent que les paramètres fixés dans ce décret permettent de construire des logements dans de bonnes conditions. Nous avons rattrapé le retard sur ce sujet. Vous avez raison d'insister sur la ligne budgétaire unique. Combien de fois devrais-je répéter qu'elle n'est non seulement pas menacée, qu'elle est pérennisée, qu'elle est inscrite dans le budget qui a été voté par le Parlement pour 3 années et que nous sommes passés de 190 millions d'euros à 254 millions d'euros. Alors j'ai bien entendu que certains souhaitaient que nous allions jusqu'à 270 millions d'euros. Pourquoi pas, si nous arrivons à la consommer? Parce que le paradoxe est, mesdames et messieurs, que dans un certain nombre de départements, nous n'arrivions pas à consommer la ligne budgétaire unique, tout simplement parce que les projets n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas sur la table et que nous ne pouvions pas trouver, je pense notamment, et c'est en rien une accusation auprès du Conseil général qui, sur cette affaire, mais je pense à la Martinique, où il y a une panne dans la construction du logement social que nous avons déjà évoquée et qui nécessite qu'on puisse se mobiliser collectivement sur ce sujet. Et puis enfin, je dirais que presque philosophiquement, je suis très surpris d'entendre du côté de la gauche de cette Assemblée que mettre la défiscalisation au service du logement social semble vous choquer. Faire payer le logement des plus modestes par les plus riches me semble être au contraire une mesure formidable de justice et d'équité sociale et que le gouvernement justement mobilise les fonds là où ils sont pour ce faire en vous proposant, c'est l'objet du texte et de l'article que nous allons examiner, d'être très souple. LBU toute seule, pas de problème. LBU cumulé avec défiscalisation, pas de problème. Défiscalisation toute seule, pas de problème non plus. C'est la volonté d'être souple. C'est la volonté aussi de ne pas oublier le logement intermédiaire. Effectivement, vous avez raison d'insister sur ce sujet, mais de faire en sorte que celui qui, par exemple, construise un programme de logement intermédiaire ait l'obligation de faire 30% de logements sociaux. Comme ça, on sera au moins sûr que les choses pourront se mettre en œuvre. Et puis enfin, c'est de tirer les conclusions de la loi Girardin, qui a plutôt porté ses fruits, qui a permis de reconstituer le parc du logement libre, mais qui a aussi connu des dérives à La Réunion. Madame le sénateur, vous le savez bien, 100% d'augmentation du foncier, c'est une des conséquences malheureuses de cette loi. Il fallait donc réorganiser, réorienter, le faire de la manière la plus souple possible, en mobilisant le plus de moyens possible et en faisant en sorte que nous soyons le plus créatifs possible. C'est, je n'en doute pas, ce que nous allons trouver dans les amendements que nous allons examiner maintenant. C'est un sujet majeur pour l'outre-mer. C'est une réponse sociale que celle de mettre le paquet sur le logement social et c'est évidemment un des 2 piliers de cette loi que nous vous proposons d'examiner maintenant. Alors, nous allons commencer l'examen des amendements, fort nombreux, qui correspondent bien à l'importance de cet article. Et c'est Michel Magras qui nous présente l'amendement numéro 100. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement que je présente vise à exclure expressément Saint-Barthélemy du champ de la défiscalisation du logement social. Je sais que cet amendement-là peut surprendre, d'autant plus que j'entends un peu partout les clichés qui veulent qu'à Saint-Barthélemy, on ne veut pas de logement social. J'aimerais faire tomber ce cliché-là en vous donnant un certain nombre d'arguments. Le premier argument, c'est que mon amendement n'est pas contre le logement social. C'est un argument contre la défiscalisation dans le logement. Ce qui soit social ou pas, c'est un autre argument. Le deuxième, c'est que je pense connaître mieux que quiconque les conditions dans lesquelles le logement se fait à Saint-Barthélemy. Les dispositions prévues dans la loi qui nous est proposée ne permettront pas de défiscaliser à Saint-Barthélemy. Les taux ne correspondent pas à la réalité du coût de la vie. À l'inverse, il se pourrait bien que certaines entreprises, plus ou moins, voudraient tenter de nous imposer un logement qui ne réponde plus aux normes d'urbanisme, d'architecture ou de sécurité telles qu'elles sont définies dans notre collectivité. Le troisième argument, c'est que le logement locatif privé à Saint-Barthélemy est une véritable partie de l'économie locale.
C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes qui sont des salariés et qui touchent à peine le SMIC, grâce à la vente de parcelles de terrain, ont compris depuis une vingtaine d'années qu'il fallait mieux investir l'argent de la vente d'une parcelle de terrain dans la construction de logements qui sont un revenu secondaire. Et la conséquence est que toutes ces personnes qui aujourd'hui touchent un SMIC, vous ne les entendrez jamais se plaindre de la vie chère et ils ne seront pas davantage des assistés sociaux parce qu'ils ont un revenu parallèle. Bien entendu, nous sommes particulièrement conscients des dérives qui s'engagent aujourd'hui. En effet, la demande étant supérieure à l'offre, forcément les prix des loyers se sont envolés. Et la collectivité entend bien essayer de maîtriser les loyers tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la collectivité. J'ai un quatrième argument. Cet argument, c'est le fait que nous sommes une île, et dans cette île, il y a des traditions. Et l'une d'entre elles à laquelle nous étions tous farouchement accrochés, c'est qu'un jeune, avant de fonder son foyer, se devait de construire sa maison. Au début, c'était avec l'aide des parents, des amis, de la famille. Aujourd'hui, c'est grâce de nouveau à la vente d'une parcelle de terrain. Mais cette tradition se perpétue et de très nombreux jeunes, et y compris ceux qui viennent de l'extérieur, ont compris l'importance fondamentale qu'il y a à accéder le plus vite possible à la propriété, avoir sa propre maison. Là aussi, bien entendu, la collectivité s'est rendue compte qu'il ne sera pas possible de permettre que tout le monde n'aura pas les moyens. C'est pour cette raison que nous avons mis en place un droit de préemption que la collectivité applique pour acheter du terrain qu'elle met à disposition des jeunes pour la construction de logements ou qu'elle échange avec ces jeunes qui ont des terrains dans des zones inconstructibles. Enfin, j'ai un dernier argument et il est de poids. Nous avons tous entendu Monsieur le ministre ce matin, répondant au rapporteur de la Commission des finances, nous dire qu'à Saint-Barthélemy, la collectivité avait la compétence sur le logement et que de ce fait-là, nous n'étions pas concernés par les amendements que nous avons votés ce matin. Ça a été confirmé lorsque j'ai moi-même sous-amendé l'amendement du sénateur Virapoulet. Je rappelle qu'en plus d'avoir la compétence en matière de logement, nous avons la compétence en matière d'urbanisme et mieux encore, nous avons la compétence en matière fiscale. Il serait donc malvenu de voir le législateur nous imposer de la défiscalisation dans des domaines de compétences qui relèvent exclusivement de la collectivité. Donc, mes chers collègues, j'ai tenu à dresser cet argumentaire pour que chacun comprenne que je sais que c'est encore une position singulière par rapport à l'outre-mer. Je sais aussi que je soutiens la position de l'outre-mer sur la démarche que j'ai entendue depuis tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous compreniez la mienne et que vous acceptiez de voter l'amendement que je vous propose. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Merci à Monsieur Magras d'avoir donné tous les éléments pour appuyer son amendement. Le principe de la Commission des finances, et d'ailleurs, je pense que nous déposerons tout à l'heure un amendement dans ce sens, est que si une collectivité ne veut pas maintenir un dispositif de fiscalisation, eh bien, quelle est la possibilité de voter à un moment donné la non-application de ce dispositif dans sa collectivité. Donc on en reparlera tout à l'heure. Pour ces raisons, nous sommes favorables à l'amendement qui a été déposé. Monsieur le ministre. Le gouvernement est tiraillé entre l'avis de la Commission, qu'il écoute avec beaucoup de respect et d'attention depuis le début de ses travaux, les arguments qui sont les vôtres, monsieur le sénateur, en disant nous ne sommes pas contre le logement social, nous ne refusons pas l'idée qu'il y ait du logement social, nous refusons l'idée de la défiscalisation. Je dirais, c'est une position que le gouvernement, et en particulier le ministère des Finances, ne pourrait qu'approuver avec beaucoup de vigueur. Je suis aussi interpellé par la capacité que vous avez eue de reprendre mes propos. Vous avez de bonnes citations, où effectivement vous avez, la loi vous a donné en tant que collectivité la compétence fiscale, la compétence d'urbanisme et la compétence de logement. Vouloir vous imposer un dispositif alors qu'on vous a donné les compétences, ça semble aussi antinomique. Alors je suis aussi tiraillé par le fait de dire que l'avis d'une collectivité ou de ses élus est
important, que l'intérêt général peut peut-être commander aussi de regarder si ça ne peut pas avoir des effets pervers et si l'intérêt des habitants ne doit pas être pris en compte. Dernier point de l'interrogation du gouvernement, c'est l'annonce par monsieur le rapporteur d'un amendement qui serait un amendement général, chapeau si j'ose dire, qui pourrait peut-être permettre aux collectivités d'avoir une sorte de droit d'option sur les mesures qui sont proposées pour celles qui voudraient ou qui ne voudraient pas. Face à tout ça, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Alors, nous avons un avis favorable et sagesse. Jean-Claude Frécon, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai écouté avec attention, beaucoup d'attention, les propos de notre collègue M. Magras, car j'étais surpris par le texte de cet amendement. Et je voudrais vous faire part très rapidement de cette surprise. Nous sommes dans la République française, tous. Notre République, par l'intermédiaire des déclarations de ses plus hauts dirigeants, a dit ces derniers temps que la mixité sociale était aussi un des éléments d'un gage d'une bonne fraternité entre les différentes parties, entre les différents corps sociaux qui vivent dans un territoire limité. Alors, vous avez bien pris la précaution de dire que vous n'étiez pas contre le logement social, mais contre la défiscalisation. Y a-t-il beaucoup de logements sociaux à Saint-Barthélemy? Vous le savez, mon cher collègue, mieux que moi. Vous n'avez pas 10 000 habitants, donc vous n'êtes pas soumis à la loi SRU. Mais, quel que soit ce pourcentage de logement social que vous avez, je doute, d'après la rédaction de votre amendement, que vous dites que le logement locatif libre est considéré à Saint-Barthélemy comme un secteur économique à part entière et qu'il n'y a pas besoin de l'autre. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de logements sociaux. Eh bien, je dis qu'au nom du principe de la République une et indivisible, sur la mixité sociale, cela m'embête, cela me surprendrait, me choquerait, que le territoire de Saint-Barthélemy ne soit pas comme les autres territoires de la République française. Deuxièmement, il nous arrive l'information qu'un amendement pourrait effectivement proposer que des collectivités puissent se distraire d'une défiscalisation qui ne la concerne pas. Je trouve que dans ce cas-là, ce sera effectivement une bonne solution et qui permettrait de résoudre éventuellement votre problème. Mais si on lit bien aussi le premier article, le premier alinéa de l'article 20, qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010, dans un certain nombre de territoires, dont Saint-Barthélemy, le présent article ne s'applique que si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. Cela veut dire que si vous ne voulez pas signer cette convention, cet article ne s'applique pas. La solution est donc dans vos mains, mais le texte, à mon avis, doit rester un texte général pour l'ensemble du territoire français. Claude Frécon, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Michel Magras pour explication de vote. Oui, juste pour apporter quand même quelques informations à la dernière intervention. Bon, c'est vrai qu'à Saint-Barthélemy, je le reconnais publiquement, il n'y a pas de logement social. Pourquoi n'y a-t-il pas de logement social? Parce que le besoin ne s'est jamais fait sentir. On peut le prouver quand vous voulez. J'ai expliqué clairement la manière dont les générations, les unes après les autres, accèdent au logement. C'est démontré, c'est visible, n'importe qui peut se rendre à Saint-Barth et le voir. La deuxième chose, c'est que la convention fiscale fait partie des accords signés moraux que nous avons passés avec le gouvernement dès le vote de la loi qui nous concerne, et nous n'arrêtons pas d'interpeller le gouvernement
sur l'urgence qu'il y a à signer cette convention fiscale. C'est exactement donc le contraire. Nous voulons la signer. Elle est, m'a-t-on dit, j'ai interrogé officiellement la semaine dernière le ministère concerné pour être certain de mes interventions, en particulier sur l'article 1er. Et si je ne suis pas intervenu, c'est parce que j'ai obtenu les assurances qui me permettaient de comprendre que nous étions exclus de... Mais je ne veux pas refaire ce débat aujourd'hui. Donc, j'estime honnêtement que le développement de Saint-Barthélemy tel qu'il a été conduit, moi j'invite celui qui veut à venir se rendre compte et il s'apercevra que les choix qui ont été faits sont ceux qui correspondent aux besoins de la population et que la population en est particulièrement satisfaite. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'amendement de notre collègue Madra va droit au cœur de la Commission des finances dans la mesure où il restreint le champ de la défiscalisation. Donc il est a priori, à nos yeux, un bon amendement en ce qu'il ne détériore pas le solde des finances publiques. Maintenant, nous avons eu déjà un débat sur ce sujet et nous allons vous proposer un amendement à l'article 20 ter et qui, à mon avis, doit répondre à votre souhait. C'est-à-dire que la loi définit un champ relativement large de défiscalisation possible et puis, si cet amendement est voté, il confère aux assemblées territoriales ultramarines le pouvoir de délibérer sur une réduction de ce champ. Et ceci serait accessible aux autorités territoriales dans les 6 mois qui suivraient la promulgation de la loi dont nous discutons le contenu, et puis il serait dit qu'au lendemain de chaque renouvellement d'assemblée territoriale, pendant un délai de 6 mois, il serait possible de délibérer sur la révocation de ce qui a été décidé précédemment, ou bien l'élargissement de ce qui ne serait plus défiscalisable. Donc il me semble que vous pourriez peut-être retirer votre amendement sans préjuger du vote qui interviendra sur l'amendement que va vous proposer la Commission des finances. Fourcade et puis Michel Magras. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi je trouve que l'amendement de Monsieur Madras a un très gros avantage. Il montre le lien qui existe entre la défiscalisation et l'augmentation des prix du foncier. Et je crois que c'est parce qu'on a un peu trop abusé des mécanismes de défiscalisation qu'on a fabriqué, qu'on a facilité des augmentations de prix qui évidemment reposent ensuite sur l'ensemble de la population. Alors, je n'ai pas encore vu l'amendement dont vient de parler Monsieur le Président de la Commission des finances, mais c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sauf s'il le retire, mes collègues du groupe UMP voteront l'amendement de Monsieur Magras. Alors, Michel Magras, qu'est-ce que l'on fait? Écoutez, Monsieur le Président, je suis bien embarrassé parce que j'ai entendu l'avis du président de la Commission des finances. Il sait déjà le respect que je lui porte et puis la clarté de son exposé. J'ai eu à connaître le contenu de cet amendement et en entrant tout à l'heure dans cette salle, je me disais que dès lors que l'amendement 20 ter, à l'article 20 ter que nous déposons est satisfait, la collectivité aurait la garantie que c'est elle qui décide, puisque elle serait non seulement consultée, mais son avis serait prépondérant dans les décisions en matière de défiscalisation. Je suis hésitant parce qu'en même temps, ça me ferait plaisir de satisfaire l'intervention qui a été faite par le collègue de socialiste. Et puis, donc tout compte fait, plutôt que de semer un peu le doute dans l'esprit de chacun, je crois que je vais retirer cet amendement. Amendement numéro 100 est retiré. Nous examinons 6 amendements qui font l'objet d'une discussion commune et c'est notre collègue Louis-Constant Fleming qui a la parole. Il est retiré. Le 5 est retiré. Anne-Marie Payette. Le 291 rectifié est retiré. Le 99
Il est retiré? Oui, il s'agissait d'un amendement de conséquence du premier amendement. Il est retiré. J'avais cru analyser. Le 99 est retiré. Le 227. Alors c'est Gaston Flosse qui nous le présente. Vous avez la parole, monsieur le sénateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme l'indique le Conseil économique, social et environnemental, dans l'avis rendu sur le projet de loi, la disposition doit rester en rapport avec l'objectif du projet. Il y a donc lieu de préciser que la Convention a pour but de favoriser la lutte contre les détournements dont pourraient être l'objet les avantages fiscaux consentis au titre de l'aide à l'investissement outre-mer. Alors, quel est l'avis de la Commission? L'avis de la Commission, compte tenu de la nature de l'amendement qui vise que le contrôle des fonds défiscalisés ne peut pas être suivi, donc l'amendement qui est déposé par notre collègue, puisque l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifie que des conventions précises et globales soient passées entre l'État et les collectivités d'outre-mer qui disposent d'une autonomie fiscale. Donc on ne peut pas limiter, donc on est défavorable. Monsieur le ministre, il en est de même? Deux avis défavorables. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Qui est pour adopter cet amendement? Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. C'est notre collègue Laoufaoulou qui nous présente le sous-amendement. L'amendement, oui, pardon. Oui, il est suivi d'un sous-amendement. Alors, vous avez la parole. Monsieur le Président, compléter l'article par un alinéa. En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toute information utile au contrôle de l'avantage fiscal accordé. Je me permets de lire tout l'amendement parce que ça permettra aux collègues qui veulent m'attaquer sur ce qui a été dit hier de comprendre qu'on est en train de faire des efforts pour aller contre ce qui se passe actuellement sur le territoire. Donc cet amendement vise à adapter le dispositif de contrôle aux caractéristiques propres des institutions de la collectivité de Wallis-et-Futuna. Merci. Alors le gouvernement a souhaité sous-amender. Oui, ne reculant devant aucun sacrifice, le gouvernement propose de sous-amender, comme il l'a fait hier d'ailleurs sur un amendement à peu près similaire, c'est-à-dire de supprimer la fin de la phrase « En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toute information utile. » Point. Et de s'en arrêter là, c'est-à-dire de supprimer au contrôle de l'avantage fiscal accordé, simplement pour des raisons juridiques, pour éviter qu'il y ait des contestations sur le texte. Les choses sont claires et on enlève ces 4 mots et ça... Alors, si ce n'est pas tout à fait ce qui est marqué, le sous-amendement. Non, c'est le 443, le sous-amendement 443 rectifié. Voilà. Alors, le sous-amendement supprime la fin de la phrase. Non, la fin de la phrase. Et il resterait donc, une fois ce sous-amendement voté, dans l'amendement, s'il était voté, la phrase suivante, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toute information utile, point, ça c'est ce qui reste. Ce que le gouvernement, dans ce sous-amendement, souhaite enlever, c'est au contrôle de l'avantage fiscal accordé. On souhaite que cette partie de phrase disparaisse simplement pour des raisons de recours et de contentieux possibles. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ? Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est le 443 rectifié. Jean-Claude Frécon. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur le sous-amendement et l'amendement? Monsieur le Président, c'est exactement la même manipulation qu'hier à l'article 7. Enfin, manipulation, je retire le terme. Il y a le même principe. Voilà. Et donc, comme nous y étions favorables hier, eh bien, nous y sommes favorables aujourd'hui. Et voilà, donc le gouvernement suit puisqu'il a sous-amendé. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Qui est pour adopter le sous-amendement?
Et l'amendement ainsi sous-amendé, c'est le même vote. Il est adopté. Je vous remercie. Alors, je rappelle que pour la clarté de nos débats, il a été décidé sur proposition de la Commission des finances de procéder à l'examen séparé de l'amendement numéro 127 de suppression des deuxièmement à cinquièmement du grand 1 de cet article. Alors, le 127, c'est notre collègue Serge Larcher qui nous le présente. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous voilà obligés, nous parlementaires d'opposition, de nous battre pour tenter de sauver quelques mesures positives de la loi programme votée en juillet 2003. Toujours est-il que vouloir redéployer la défiscalisation du logement vers le logement social relève soit du pari hasardeux, soit de la volonté inavouée de tuer cette défiscalisation outre-mer. Défiscaliser le logement social en lieu et place de logement libre ou intermédiaire diminuerait très fortement l'intérêt de l'investissement pour les investisseurs métropolitains. Qui dit logement social dit plafonnement des loyers dont baisse des revenus. En réalité, l'orientation gouvernementale pour l'outre-mer n'est nullement d'accroître les avantages fiscaux liés à l'investissement locatif social. C'est même tout le contraire. Sur la base d'estimes de simulation de la Fédération des SEM d'outre-mer, l'hypothèse d'une rentabilité négative d'un investissement locatif social outre-mer est de loin la plus probable. Elle est propice à décourager les investisseurs, a fortiori dans un contexte de forte remontée de taux d'intérêt, notamment dans le secteur immobilier. L'objectif annoncé par cette mesure est de relancer la politique du logement dans les DOM. Or, qu'en est-il réellement? Le projet de loi GEGO supprime en réalité la quasi-totalité de la défiscalisation des logements libres ou intermédiaires dont le cadre actuel est issu de la loi Girardin et réserve le bénéfice de cette dépense fiscale au seul programme immobilier comprenant un certain pourcentage de logements sociaux donnés en location sous une double condition de plafond concernant d'une part les loyers et d'autre part les ressources des locataires. Ce recentrage de la défiscalisation outre-mer répond en réalité à un objectif d'allègement des contraintes financières pour l'État. Nous savons tous que c'est la LBU qui finance le logement social. Et d'ailleurs, rester le socle de financement, elle doit rester le socle de financement de logement social, et le dispositif de défiscalisation proposé dans le projet de loi devrait permettre une production complémentaire de logements sociaux et intermédiaires et en aucun cas se substituer à la ressource budgétaire. En effet, le dispositif de défiscalisation est une ressource aléatoire par nature car elle dépend de la dynamique des investisseurs. Or, dans le contexte actuel de crise sociale dans les départements d'outre-mer et de crise financière en général, personne ne peut être assuré de la mobilisation de la ressource à court terme. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réintroduire le dispositif de défiscalisation du logement intermédiaire et du logement libre. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, jamais très facile de discuter et d'essayer de faire voter une loi. Je me souviens des débats qu'on a eus il y a quelques années lorsque Mme Girardin a présenté son texte. On a eu peu le sentiment parfois que les dispositions que vous défendez aujourd'hui, vous les avez quand même un petit peu combattues, il me semble, à l'époque. Alors, oui, non mais c'est vrai, il faut le redire. Alors, on le redit. Bon. Donc il y a eu des aspects extrêmement positifs, et on l'a dit à plusieurs reprises, de la loi Girardin, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, et il y a eu quelques aspects qui posent problème. Donc nous pensons que les suppressions que vous demandez ne sont pas justifiées, et c'est la raison pour laquelle on apportera une réponse défavorable à votre demande d'amendement. Le ministre. Avoir toujours raison est un grand tort, disait Edgar Faure. En tout cas, il avait titré ses mémoires de cette manière-là. On peut lui rendre hommage à cette occasion. Le gouvernement avait raison, à l'occasion de la loi Girardin, de proposer la défiscalisation du logement libre. Ça a permis de faire décoller le secteur, de soutenir le bâtiment et les travaux publics et de reconstituer le parc. Et vous aviez eu tort à l'époque de vous y opposer. Aujourd'hui, le gouvernement a raison de réorienter l'outil fiscal vers le logement social parce qu'il faut reconstituer le parc. Je ne voudrais pas, parce que je sais que vous êtes
tout à fait soucieux de l'intérêt général. Je ne voudrais pas que dans quelques années, vous défendiez ici cet amendement que vous refusez, enfin ce texte que vous refusez aujourd'hui. Et je vous dis que, évidemment, le gouvernement va donner un avis défavorable. J'ai bien entendu le message. Nous allons d'ailleurs, dans les délais apportés pour la fin de l'époque de la défiscalisation du logement libre, donner des délais tout à fait raisonnables pour permettre au projet de prospérer. Mais je vous dis sincèrement que ce serait une erreur majeure que de garder l'outil tel qu'il est à taux plein, parce qu'il continuerait de faire monter le foncier et qu'il ne réglerait pas parallèlement la question du logement social. Donc nous avons peut-être à nouveau raison en anticipation, mais je suis sûr que vous viendrez aussi sur ce dispositif et que la nostalgie d'un dispositif que vous avez combattu puis soutenu passera très vite, puisque vous apercevrez que le dispositif Gégo, puisque vous avez bien voulu l'appeler comme ça, c'est trop d'honneur, sera aussi efficace que le dispositif Girardin sur un autre domaine qui est celui du logement social. Alors, nous avons deux avis défavorables. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Alors, notre collègue Antoinette. Merci, Monsieur le Président. C'est simplement pour répondre à ce qu'a dit donc le rapporteur et Monsieur le Ministre. Depuis mardi, qu'a débuté l'examen de cette loi, on nous reprochait au départ d'être un peu dogmatique. Après, on a dit que, pourquoi pas, nous sommes prêts à, parce qu'on nous l'a imposé, à apporter des ajustements pour améliorer cette loi. Et quand, d'un point de vue pragmatique, nous disons qu'il y a eu des dispositifs qui ont fonctionné, tels que le dispositif Girardin, on nous reproche maintenant de défendre une loi à laquelle certains d'entre nous n'avaient pas soutenu. Je crois que là, on s'écarte un peu du fond du sujet. Car maintenant, si on fait de l'analyse, qu'est-ce qui bloque la production du logement en Guyane, comme aux Antilles? Il s'agit en particulier du financement des équipements primaires. Or, le financement des équipements primaires n'est pas prévu dans le cadre de la défiscalisation. C'est pour cette raison que nous insistons lourdement pour dire que un des moyens pour débloquer le logement social consiste dans un premier temps à renforcer la LBU, car seule la LBU nous permettra de financer cette première phase indispensable, à savoir les investissements primaires, comment mettre à la disposition des sociétés de production de logements des terrains aménagés. Et ensuite, parce qu'effectivement, par rapport à toutes les raisons que nous avons évoquées, pensez-vous qu'un investisseur va se pencher vers le logement social? Et on voit bien d'ailleurs que certains d'entre nous tentent de trouver des dispositifs justement pour, de façon assez subtile, échapper à un des grands principes, celui de la mixité sociale, celui de la production du logement qui est devenu un droit opposable. Voilà pourquoi quelquefois nous disons nous devons nous reposer sur ce socle qui relève de politiques publiques, à savoir l'augmentation et le maintien de la LBU par rapport à cet objectif national, à savoir combler le déficit de logements sociaux. Antoinette, nous avons deux avis défavorables. Claude Lys. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu d'intervenir et j'avais voulu faire gagner du temps et ne pas intervenir sur le logement. Mais j'avoue que je commence à être un peu choqué de voir caricaturer les positions de certains d'entre nous sur le problème de la défiscalisation d'une manière générale. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. Moi, je suis très à l'aise, très cohérent. À l'époque où j'étais membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, j'ai été de ceux qui ont demandé le fameux rapport Richard. Et donc, on a corrigé la loi Ponce à l'époque. Je crois qu'on a fait de bonnes choses. On a assaini, Monsieur le Président de la Commission des finances. Et puis, au moment du débat sur la loi Girardin, j'ai des amendements, j'ai proposé un système de contrôle et un système de pénalité
pour ceux qui ne créaient pas d'emplois ou ne faisaient pas de l'investissement productif. J'ai proposé également quelque chose qu'on a rejeté à l'époque, ici même, en me disant que ce n'était pas possible, mais qui est maintenant devenu possible, c'est-à-dire demander l'avis des collectivités locales. Si on avait écouté si on avait suivi cette demande, je pense que souvent on aurait eu des avis pertinents sur les opérations méritant d'être défiscalisées ou pas. Donc vraiment, je tiens à dire que nous sommes un certain nombre à avoir une position cohérente. La défiscalisation est un bon instrument, mais à condition qu'on y mette des contrôles. Alors, nous ne sommes pas des fanatiques de la défisque, mais nous sommes d'accord, à condition qu'il y ait des contrôles. Je veux ajouter que sur le problème de la LBU, oui, nous avons besoin de LBU, notamment pour la réhabilitation, on va y venir tout à l'heure, la réhabilitation, et vous savez bien qu'il en a manqué à certains moments, parce qu'il y a eu des dettes contractées à l'égard d'entreprises qui s'occupent de réhabilitation. D'autre part, dire systématiquement il manque du foncier. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de foncier, même en Martinique et en Guadeloupe. Mais il y a aussi le problème, comme l'a dit le collègue à l'instant, le problème de la viabilisation. Et je vois, mon conseil général met beaucoup d'argent sur ce plan-là, dans le cadre du FRAFU, et il faudrait peut-être que l'État mette un peu plus, car c'est là le problème. Il y a du foncier, mais pas viabilisé, et par conséquent, vous voyez, il ne faut quand même pas là non plus schématiser un peu trop les choses. Et Claude Lys, Lucette Michaud-Chevry. Je pense que le gouvernement fait un acte de courage. On a en effet fortement critiqué la loi Gilles-Darandin, notamment parce qu'effectivement elle a profité, ce dispositif a favorisé la construction de logements et même de ghettos. Il y a quand même des zones en Guadeloupe, à Marquis-Galante, où des gens ont construit, mettent des barrières, on ne peut plus y pénétrer, même pas pour aller à la plage. Aujourd'hui, le gouvernement veut mettre fin à cela, et il a raison. La Guadeloupe, c'est en nous, ça voulait dire quoi? Qu'il y en a assez de voir des gens qui ne sont pas de la Guadeloupe, qui viennent construire du logement et qui le louent dans des conditions insupportables. Je crois que les jeunes générations ont besoin, et c'est une vision courageuse, d'avoir du terrain pour construire leur maison. Maintenant, en ce qui concerne la LBU, il est clair qu'on commence à faire passer dans l'opinion qu'il n'y aura plus de LBU, il n'y aura que de la défiscalisation. Je crois qu'il faut aussi, peut-être qu'ici il y a un langage et dehors il y a un autre langage, mais le langage c'est qu'il y a un LBU, plus il y a de la défiscalisation. Moi, ma revendication c'est de demander au gouvernement ce que je n'ai toujours dit au ministre, de veiller à ce que les problèmes d'assainissement, les problèmes en eau potable, qui ne sont pas toujours soutenus par certaines collectivités locales qui ont des connotations politiciennes de préférence, qu'on puisse régler ces problèmes d'assainissement et d'eau potable. Je sais ce que je dis. Je préside une communauté de communes. J'ai un schéma d'aménagement d'eau et d'assainissement. Et si je n'avais pas le soutien de l'État, nous n'aurions pas eu de logement social chez nous, parce que tous les dossiers de la communauté que je préside, madame, sont jetés pour des raisons politiciennes. Et je pèse mes mots, politiciennes. Et je n'ai eu pour défendre la population que le soutien de l'État. Alors, ne faisons pas ici de grands discours hypocrites. Soyons très clairs, le courage est de notre côté dans un dossier qui intéresse la population. Merci. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Alors, qui est pour adopter l'amendement de Serge Larcher? Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'examen de 4 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. La parole est à Claude Lys pour nous présenter le 128 rectifié. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. On compte environ 70 000 logements insalubres sur l'ensemble des départements d'outre-mer, 5 000 rien qu'en Martinique, qui sont occupés en majorité par des personnes âgées, souvent d'ailleurs personnes en difficulté, quelquefois même en grande précarité.
Et il faut savoir que la plupart de ces personnes âgées sont propriétaires de leur logement. C'est une caractéristique de nos départements. Beaucoup de personnes âgées propriétaires de logements, mais de logements qui sont des logements un peu souvent en situation d'insalubrité ou au moins de précarité. Ces logements, qui sont souvent anciens, subissent précisément des dégradations importantes dues aux conditions climatiques et géologiques de nos régions. Il faut savoir que les résidences principales achevées avant 1975 sont encore très nombreuses. En Martinique, c'est 39% du parc immobilier. L'ANA intervient dans les DOM, mais intervient très modestement pour aider au financement de la réhabilitation des logements détenus par les propriétaires bailleurs, mais pas pour les propriétaires occupants. L'amendement présenté, l'amendement 128, propose de maintenir le dispositif de défiscalisation au moins pour les propriétaires bailleurs. Je tiens à souligner qu'en favorisant la réhabilitation, on contribue bien entendu à rendre un service social, mais on contribue aussi à dynamiser un secteur d'activité qui compte essentiellement des petites entreprises qui sont d'ailleurs pourvoyeuses d'emplois en grande quantité. C'est plus de 2400 personnes qui travaillent dans ce secteur en Martinique. Donc je pense qu'il est extrêmement important de faire en sorte que ces propriétaires occupants soient aidés. Et ce dispositif-là a donné de bons résultats. Je pense qu'il faut aller encore plus loin dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est le seul secteur capable de produire dans des délais très courts une réponse adaptée à la forte demande, non seulement de logements sociaux, mais même de logements intermédiaires. Daniel Marsin, vous partagez ce point de vue? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois que tout le débat qu'on a eu en ce début d'après-midi montre bien combien est importante la question du logement et combien, effectivement, dans la loi Girardin, il y avait du bon, puis du bon qui était peut-être bon à un moment, moins bon aujourd'hui, et puis il y a du bon qui demeure. Et parmi ce bon, je crois que la loi Girardin avait institué un dispositif de réduction d'impôts au titre des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise pour des logements anciens de plus de 40 ans. Ce dispositif a été supprimé par l'article 20 du présent projet de loi. Or, cette disposition, et je crois que le collègue Lise le disait tout à l'heure pour une certaine catégorie de logements, cette disposition se justifie par la situation particulièrement dégradée du logement en Outre-mer. Et parmi les chiffres qu'on peut citer 25% de logements précaires ou dépourvus d'éléments de confort, ou près de 15% de logements insalubres. Elle se justifie également par les aléas climatiques spécifiques à l'outre-mer qui conduisent à une déclaration plus rapide des logements. C'est pourquoi cet amendement que je présente au nom de la Commission des affaires économiques vise non seulement à maintenir le dispositif de la loi Girardin, donc à le réintroduire, mais également à l'élargir aux logements de plus de 20 ans pour tenir compte justement de la vitesse de dégradation plus rapide des logements en Outre-mer. Monsieur le ministre, alors à la différence, c'est surtout la levée du gage. Vous avez la parole. Oui, moi je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur la qualité de notre travail depuis 2 jours, sur, je crois, l'esprit qui règne, sur le fait que quand le gouvernement a une appréciation divergente sur une orientation, il le dit, mais quand le gouvernement est d'accord avec les propositions des parlementaires, il n'hésite pas à le dire. Je vais donc retirer l'amendement du gouvernement au profit de l'amendement défendu par Claude Lise et remercier Claude Lise et les élus, Daniel Marsin, Anne-Marie Payette, tous les élus signataires qui ont déposé cet amendement, d'abord pour attirer l'attention du gouvernement sur cette demande et sur ce besoin, pour avoir accepté de passer à 20 ans la période, parce qu'il s'avérait que dans la loi Girardin, les 40 ans ont été un facteur bloquant sur ce sujet, et pour vous montrer qu'on peut faire de la coproduction intelligente et que dans ce projet de loi, il y a matière à ce que chacun y retrouve
ses intérêts privilégiés et ses priorités. Le gouvernement retire son amendement et apportera son plein soutien à l'amendement Lise Marsin-Payette. C'est un hommage à la coproduction et aux sénateurs concernés. Bon, à tous les ultramarins, quoi, en fait. Hein. Alors, le 416 du gouvernement est retiré. Alors, ils sont rendus identiques. Anne-Marie Payette, il est défendu. Le gage est levé, bien entendu. Et monsieur le rapporteur, que vous reste-t-il à dire? Bien, d'abord, je voudrais dire amicalement à notre collègue Claude Lise que tout à l'heure, j'ai vu qu'il était quelque peu agacé par les propos que j'ai tenus, mais je lui ferai remarquer également qu'il m'a dit en réponse qu'il avait eu raison à l'époque et que nous n'avions pas je dirais, nous n'avions pas écouté et à tort. Ben, je reconnais qu'à l'époque, nous avions eu tort de ne pas vous écouter et que vous aviez raison. Donc je crois qu'il faut savoir reconnaître ses positions. Hein, voilà. Bon. Alors, effectivement, il me paraît difficile de dire qu'on n'est pas favorable. On est effectivement tout à fait favorable et on n'a pas attendu d'ailleurs d'avoir les autres amendements pour donner un avis favorable à celui déposé par Claude Lise et ses collègues. Donc on l'approuve et bien évidemment tout ce qui était dans les quatre amendements. Pardon. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Non. Alors je considère que les trois amendements restants en débat sont adoptés à l'unanimité. Ils sont adoptés à l'unanimité le 128 rectifié, 381 et le 352 rectifié. Bis. Vous venez de suivre la suite de l'examen du projet de loi relatif au développement économique de l'outre-mer. Les sénateurs devraient terminer l'examen de ce projet de loi ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.